Alors aujourd'hui, nous allons voir comment j'ai installé les résistances sur la carte mère. Ce sont des résistances au carbone qui ne sont pas toutes jeunes. Elles ont de fortes variations par rapport à leur valeur théorique et j'ai dû trouver une solution. Voici la liste des résistances de la carte mère. Cette liste provient donc du kit de Miméo. Nous avons pour commencer une douzaine de résistances de 3000 ohms, donc 3 kOhms, qui correspondent aux anneaux de couleur orange, noir et rouge. Voici la résistance de 3 kOhms vue au microscope. Nous avons bien les couleurs orange, noir, rouge. Nous avons aussi un anneau doré. Et là, les couleurs sont un peu déformées. C'est quelque chose entre le vert et le jaune pour la dernière bande de couleurs. Alors, j'ai essayé divers calculateurs en ligne. Ceux-ci se sont révélés d'une prodigieuse inefficacité car ils ne sont pas adaptés à ces résistances vintage. En effet, par exemple, selon le calculateur de Farnell, une résistance orange, noir, rouge, or et vert devrait être une résistance de 30,2 ohms. Donc il y a un petit problème. Après quelques recherches, notamment grâce au PDF donc le Bernie sur ces trucs et astuces qu'il m'avait fourni avec le kit, il s'avère que ce sont des résistances Allen Bradley de qualité militaire. Donc les codes couleurs des résistances Allen Bradley sont différents des autres résistances. Les deux premiers anneaux indiquent la valeur de base de la résistance. Orange, c'est le chiffre 3, noir, c'est le chiffre 0. Le troisième anneau est le multiplicateur, alors que sur les résistances modernes, c'est le quatrième anneau qui sert de multiplicateur. Le troisième anneau rouge, donc on a bien un multiplicateur de 100. Le 30 x 100, ça fait 3000. Le quatrième anneau doré, c'est la tolérance qui est de 5%. En tout cas, elle était de 5% dans les années 70. Les résistances sont peut-être un peu vieilles. Le dernier anneau, un indice de fiabilité, qui est une couleur, quelque chose entre le jaune et le vert, devrait correspondre au S de 0,01%. Je vais utiliser un petit bout de plaquette découpée comme gabarit de pliage. Donc, centre bien. Voilà, on peut les faire donc comme ça à la chaîne. La première chose que je vais faire, c'est les passer dans un testeur. En fait, c'est beaucoup plus simple que de lire notre code couleur. Celle-ci fait 3069 ohms. Celle-ci fait 3142. Celle-ci fait 3073. Mais avec une tolérance de 5%, donc 5% de 3000, ça fait plus ou moins 150 ohms. Pour l'instant, toutes les résistances que j'ai testées sont dans la tolérance. En voici une qui sort de sa tolérance, puisque nous avons, peut-être pas très visible, nous avons 3280 ohms. Donc là, on est plutôt dans une tolérance de 10%. Celle-ci est aussi légèrement orthodévance. Donc après pliage, j'ai constaté que certaines résistances avaient des jambes de longueurs inégales. Après mesure, j'ai constaté que 4 résistances s'écartaient des 5%. Donc très légèrement, par exemple 3154, 3156. Alors beaucoup plus, la 3273. On est à la limite des 10%. Et celle-ci, 3333. Donc celle-là est au-delà de la limite de 10% d'écart. J'ai réalisé sous Illustrator un schéma d'implantation des composants. On retrouve ici les différentes résistances du circuit vidéo, les résistances qui vont de R2 à R9. Et ici, les résistances qui sont liées au processeur sont les résistances R24 à R26. Ce sont donc toutes des résistances de 3K. La résistance R2, située en haut à gauche, on la retrouve sur ce schéma. Elle est un constituant d'un pont diviseur qui sert à polariser un transistor Q5 qui lui-même génère le signal vidéo, qui est ajustable par un petit potentiomètre. Cette résistance étant pour moi assez critique, je vais prendre une des résistances les plus justes pour être sûr d'avoir les bons niveaux de sortie. Les résistances R3 à R9, donc toutes celles qui sont dans cette zone, sont dédiées au circuit vidéo. Par exemple,
exemple ici, la résistance R7 que l'on retrouve sur notre schéma ici est une résistance de 3K qui est au circuit 2504. Alors le 2504 est un registre à décalage 1024 bits qui est utilisé par Steve Wozniak pour servir de mémoire vidéo. Chaque 2504 gère donc 1 bit caractère. Il a besoin d'une alimentation en plus 5 volts et moins 5 volts. Toutes les résistances R3 à R9 servent donc à tirer vers le bas dans des pull down puisqu'elles sont reliées au moins 5 volts. Le signal de sortie, je vais mettre des résistances dans les bonnes tolérances et les plus précises pour cet usage parce que je ne veux pas avoir de problème au niveau du circuit vidéo. Les autres résistances de 3K sont les résistances qui vont de la référence R24 à R27. Elles servent de pull-up. On va les retrouver sur notre schéma. Donc 4 broches sont reliées par l'intermédiaire d'une résistance 3K au plus 5 volts. Ce sont des résistances de pull-up. Elles servent à tirer ces broches vers le haut pour avoir un signal 1 parfaitement identifiable. La broche reset est active au niveau bas, c'est-à-dire qu'il faudra faire un contact à la masse pour déclencher la remise à zéro du processeur. La broche ready est active au niveau haut. La broche non masquable interrupt et la broche IRQ sont actives toutes les deux au niveau bas. Donc là, mes deux petites résistances qui sont à la limite des tolérances de 10%, je vais les affecter à ready et reset. D'une part parce que je pense qu'elles iront tout à fait. J'ai vu dans d'autres schémas des résistances de 3300 ohms qui assurent les mêmes fonctions sur des montages différents. Et d'autre part, si elles posent problème malgré tout, ça sera beaucoup plus facile à identifier qu'un problème dans le circuit vidéo qui est plus complexe. Si l'ordinateur fait des remises à zéro en boucle ou s'il ne démarre jamais, je pourrais toujours changer ces résistances-là par des résistances de meilleure valeur. Nous allons dégraisser les pastilles à souder à l'alcool isopropylique afin d'éliminer toutes les traces de gras qui pouvaient y subsister. Par exemple ici pour ma R2, voilà. Les différentes résistances R3 à R9 qui seront situées ici, ainsi que les résistances processeurs. Et là, c'est le côté le moins important, puisque c'est le côté sérigraphie. On va surtout nettoyer côté soudure. C'est là que c'est vraiment important. Il ne doit pas y avoir de traces de graisse sur les différentes pattes de CI. Cette cale va me permettre d'écarter légèrement les résistances de la surface de la carte. Ce sont des résistances au carbone, elles sont réputées assez fragiles à l'échauffement. Je vais éviter qu'elles soient trop collées à la carte. Au niveau du placement de résistance, je vais essayer de respecter le sens de la lecture en mettant les bagues correspondantes à la précision côté droit. Ce qui fait que par exemple pour la résistance de 3K, je commence par lire la couleur orange, puis noir, puis rouge. On va respecter ça sur toute la carte mère. Et pour les résistances verticales, on mettra le ruban doré plutôt vers le bas. Alors voilà à quoi va me servir ma petite cale d'épaisseur. Je vais la glisser pendant la soudure sous la résistance, ce qui fait qu'elle ne sera pas collée à la carte mère. Ça laissera un petit espace pour que l'air puisse circuler librement autour. Alors une petite astuce pour éviter l'échauffement inutile des composants, c'est de les caler avec une éponge humide. Et je vais coincer ma résistance et retourner mon circuit pour qu'il soit prêt à souder. Alors voici la résistance vue de dessous, qu'elle est bien calée par l'éponge et par la cale d'épaisseur. On va ajouter un peu de flux. Alors cette fois je vais utiliser du flux en seringue qui est un peu plus pratique pour ce genre de tâches. Je viens de régler mon fer à souder sur environ 300 degrés. On va procéder à la soudure des petites pattes. Idem ici. Nous allons les couper à ras. Comme ce sont des circuits double face, on peut améliorer la soudure de ce côté, un petit peu d'étain, et ici aussi. On fait bien chauffer la pâte et la pastille. Il faut faire attention parce qu'il n'y a rien qui refroidit la résistance, à part peut-être un petit peu d'éponge. Notre résistance est en place. On va faire le nettoyage de nouveau à l'alcool isopropylique sur un coton-tige. Les soudures adhèrent bien à la pastille et sont en forme de cône. C'est-à-dire que ce sont des soudures qui sont réussies.
Nous allons recommencer. On va aussi dégraisser les pâtes. On veille à l'orientation et on insère dans son emplacement. Soit je vais mettre la bande de couleur indiquant la précision vers le bas. On met la petite cale d'épaisseur. Cette cale ne rentre pas bien, mais je ne veux pas la retailler parce qu'elle me sert aussi pour mes réglages mécanique dans d'autres circonstances. On coince avec la petite éponge humide et on retourne le tout. Comme tout à l'heure, un petit coup de flux. Alors celui-ci est assez pâteux parce que je pense que c'est lié à la température de la pièce. On passe à la soudure. On essaie de faire rapidement possible pour ne pas faire chauffer inutilement les composants. Retourne les pâtes. On nettoie à l'alcool iso. Toutes les résistances de 3 quarts ont été soudées. Enfin, j'ai essayé autant que possible de bien les aligner. Le prochain lot de résistance sera un ensemble de résistances de 7,5. Nous avons sur cette carte les résistances R30 à R35. Les 6 résistances de 7500 ohms sont destinées à faire un pull down, c'est-à-dire à tirer à moins 12 volts les différentes sorties du 2519, qui est un registre à décalage, relié aux adresses du générateur de caractères, le 2513. J'ai utilisé mon petit plieur de résistance improvisé pour bien vérifier qu'elles aient bien la même largeur de pâte pour qu'elles soient bien propres et bien alignées. Je vais les fixer à leur emplacement. Je vais essayer d'autres tactiques. Là, je vais les mettre une par une en les fixant au départ par le dessus sur un seul côté pour bien vérifier leur alignement. Alors au passage, les mesures ont révélé une tolérance, on va dire, qui est plutôt entre 10 et 20%. Et ça pose véritablement des problèmes. Eh bien, je mettrai des résistances en métal à... Alors, ma petite cale en métal a l'avantage de servir aussi de refroidisseur pour le corps de la résistance. La résistance est à l'alignement, un petit coup de chaud. Voici la troisième, un petit coup de flux, un petit coup de chaud. Il faudra aussi gérer leur espacement. Avant la soudure de l'autre côté, j'insérerai une petite lame de cutter pour l'écartement. La quatrième. La cinquième. J'ai retourné à 360 degrés la carte, j'ai refixé ma cale sous la première résistance et je vais gérer l'écartement avec une petite lame de cutter. On va essayer de mettre la résistance aussi droite que possible. Et à partir de maintenant, ça va juste être petit alignement avec le cutter. On gère aussi la hauteur. La troisième, là, elle est bien droite. La hauteur est satisfaisante. Alors dans la pratique, on n'est pas obligé d'être aussi maniaque. Simplement, j'essaie de faire au mieux pour faire une belle réplique de cette carte. Je n'ai pas encore décidé si je la mettais dans un boîtier opaque ou transparent. Mais je veux en être fier quand je la regarde, donc je prends le temps. J'ai été chercher un outil que j'ai acheté dans les années 90. En fait, c'était un petit outil à wrapper. C'est un minuscule pied de biche et il a beaucoup vécu. Il a une dent quasiment en moins. Mais en fait, il est très très utile parce qu'il permet de réaligner et de soulever les composants. Donc là, il était un peu bas, je peux relever un peu la résistance. On réaligne la dernière.
J'ai retourné la carte et maintenant il ne reste plus qu'à fixer les pas par-dessous assez rapidement la chaîne. Donc on vérifie qu'elles n'ont pas été déplacées accidentellement. Après, celle-là, elle a peut-être un petit peu bougé. Reste à couper les petites queues de résistance qui font d'excellentes straps dans l'avenir. Alors il y a deux résistances dont les valeurs sont particulièrement critiques. Elles sont théoriquement de 27 kΩ et de 10 kΩ. Pourtant, les résistances que je vais souder font 23,02 kΩ au lieu de 27 et 15,49 kΩ au lieu de 10. Ces résistances vont être utilisées avec le composant 74123 qui est un multivibrator qui est destiné à produire un petit retard bien calibré. Donc là, on a en fait deux multivibrateurs dans le package. Alors la première partie, on le trouve dans le schéma ici, 74123, est destinée à produire un retard très précis de 480 nanosecondes. Pourquoi un signal de 480 nanosecondes est nécessaire dans l'Apple 1? Bien, le problème vient en fait du multiplexage des adresses mémoire. Alors un petit rappel, les puces mémoire utilisées à l'époque étaient des puces de type MK4027. Ce sont des mémoires dynamiques, des DRAM de 4096 bits, c'est-à-dire qui contiennent 4096 informations égales à 0 ou à 1. Il faut 12 bits d'adresse pour que le 6502, le processeur, puisse adresser 4096 emplacements. 12 bits parce que 2 puissance 12 égale 4096. Ces 12 bits d'adresse sont ici représentés par cette petite partie verte. Ce sont les broches A0 à A11. Le problème, c'est que sur les puces 4027, il n'y a que 6 broches d'adresse, ici représentées en rouge, les broches A0 à A5. Comment faire rentrer 12 signaux différents dans seulement 6 entrées? Et bien la solution, c'est de couper les 12 signaux en deux parties, de chacun 6 signaux différents, et de les faire entrer successivement et non pas simultanément dans la mémoire. Les puces de RAM dynamique de l'époque ne stockent donc pas l'information linéairement. Elles le stockent en fait en deux dimensions, c'est-à-dire qu'on peut les visualiser comme un tableau comportant des lignes et des colonnes. Et à chaque intersection, nous avons une cellule mémoire comportant un 0 ou un 1. Lorsque le processeur décide d'écrire dans une de ces 4096 cellules de mémoire, il place l'adresse complète sur ces broches A0 à A11. Ces 12 bits d'adresse vont voyager sur le bus d'adresse de la carte mère et vont arriver au composant 74257, à savoir le multiplexeur. Et celui-ci va séparer cette adresse en deux. Dans un premier temps, il va émettre les 6 bits d'adresse correspondant à l'adresse de la ligne désirée. Une fois que ces 6 lignes d'adresse seront placées sur les broches de la puce mémoire, un signal RAS sera émis pour valider que l'adresse est complète. Ce signal RAS, c'est le signal Raw Address Strobe. À partir de là, la puce mémoire saura sélectionner la bonne ligne du tableau des cellules d'information. Dans un second temps, le multiplexeur va transmettre les 6 autres bits correspondant cette fois à l'adresse de la colonne. Et une fois que ces 6 bits seront placés sur les broches de la puce mémoire, il va émettre le signal CAS, colonne adresse strobe, fameux signal décalé de 480 nanosecondes. Il aura eu le temps de valider la première partie de l'adresse. Et maintenant, il va valider la seconde partie. Et à l'intersection de la ligne et de la colonne souhaitée, il y a une cellule mémoire unique qui va contenir un 0 ou un 1. Sur le schéma de l'Apple 1, on voit que le délai de 480 nanosecondes est géré par la résistance R28 et le condensateur C19. En fait, les valeurs fournies par Wozniak ne sont pas correctes. On peut supposer qu'elles étaient correctes avec sa version de l'époque du 74-123, mais ce sont des composants qui ne sont pas aussi précis qu'ils le devraient. Et en fait, il faut adapter les valeurs au cas par cas. Pour déterminer la bonne valeur de la résistance, on utilisera un potentiomètre qu'on ne connectera pas directement, parce que quand on met un potentiomètre à 0, on risque de créer un court-circuit. On mettra ce potentiomètre avec une résistance en série. Une résistance de 5 kΩ par exemple, et un potentiomètre de
20 à 50 kΩ conviendront très bien. Donc on place cet ensemble à la place de la résistance R28. Pour avoir un condensateur stable, on utilisera un condensateur Omica qui a une précision de 2. Ce condensateur devra avoir une valeur entre 43 et 49 picofarads. À l'aide d'un oscilloscope, on ajustera la valeur du potentiomètre jusqu'à obtenir une valeur de 480 nanosecondes en sortie du 74-123. Alors je rappelle qu'il y a une précision de plus ou moins 35 nanosecondes, mais on essaye d'être le plus proche possible du 480 nanosecondes. Donc c'est la méthode suggérée par Oncle Bernie sur le forum Hyperfighter. Je vous remettrai le lien ci-dessous dans la description. Alors un peu plus bas dans le schéma, on retrouve le même composant, 74-123, puisqu'il contient 2 colonnes instables. Cette partie-là du composant sera destinée à produire un retard de 3,5 microsecondes. La résistance de 10K est associée aussi à un condensateur pour produire ce délai. Alors le 74-123 est un double multivibrateur. On se servira de la deuxième moitié de ce circuit pour gérer le circuit d'acquittement des caractères. Chaque fois qu'on appuie sur une touche du clavier, ce caractère doit être transmis au terminal pour l'affichage, et le terminal doit valider le fait qu'il a reçu le caractère. C'est ce qu'on appelle l'acquittement, acknowledge on object. Nous allons générer une impulsion de 3,5 microsecondes qui sera reliée à l'entrée CB1 du PIA, le MC68020. Le PIA, il a pour rôle de gérer les ports de sortie, soit clavier, soit vidéo. Lorsque cette impulsion de 3,5 microsecondes est envoyé sur l'entrée CB1 du PIA, le caractère est acquitté. Il est donc bien pris en compte par le circuit vidéo. Et à partir de ce moment-là, le logiciel est libre d'écrire à nouveau un caractère dans le terminal. On utilisera la même technique du potentiomètre qu'on a utilisé précédemment pour déterminer la résistance R29, qui est théoriquement de 10K. Alors, ce timing est un peu moins critique que le timing mémoire. Oui, on est en microsecondes et non pas en nanosecondes, donc on a un petit peu plus de marge. Et donc, selon Oncle Bernie, on peut tolérer un timing entre 3,2 microsecondes jusqu'à 3,8 microsecondes. Il faut savoir qu'à partir de 3,9 microsecondes, votre écran affichera des caractères manquants ou en double. Donc si vous avez ce genre de symptômes, c'est très probablement que les valeurs de R29 ou de C20 ne sont pas adéquates. Alors ce genre d'infos, vous pouvez la retrouver sur l'excellent site SB Project, dont je mettrai le lien en description. Oncle Bernie a pris la peine de sélectionner à la main les résistances qui donnaient les bons timings. Et c'est pour ça que ce ne sont pas les valeurs qui sont décrites sur le plan qui vont être utilisées. Ces résistances ont été d'ailleurs fournies à part, elles ne sont pas dans le sachet des résistances, mais elles étaient bien fournies avec le 74-123 sur la petite mousse des composants dédiés à la ligne B. Nous avons nos 2 résistances ici bien calibrées. Nous allons utiliser le testeur pour identifier notre résistance. Voilà, elle fait 23,2K. On a déjà fixé la position de la résistance. Alors pourquoi je soude par le haut? Déjà pour bien positionner la résistance pour la hauteur. Ensuite on constate que ce sont des vias et qu'il y a une piste supérieure. Enfin c'est aussi un petit peu l'habitude d'utiliser des CMS, des composants montés en surface. Ça joue aussi. Maintenant quand je retourne par exemple de ce côté-ci, il n'y a pas de piste en contact. Le point le plus important était le côté supérieur de la résistance. Alors même chose pour la résistance de 15K. Alors il y a 2 autres résistances de 10K qui sont situées ici et elles seront en association avec le 555. Le prochain timer servira à gérer de manière hardware le clignotement du curseur. En fait sur l'Apple 1, la position et le clignotement du curseur sont entièrement gérés par des puces. C'est un fonctionnement très différent des moniteurs modernes. Si on observe le schéma, on voit que c'est un classique NE555, un composant de légende, qui est placé dans une configuration
fonction dite de multivibrateur astable qui va gérer ce clignotement. Il y a en effet deux résistances R10 et R11 associées à un condensateur C7 pour gérer la fréquence et le duty cycle du signal carré émis par le 550. Pour calculer ces valeurs, on peut prendre un calculateur en ligne, hein, celui de DigiKey est très bien, je vous mettrai le lien dans la description. Dans ce calculateur, eh bien, si vous mettez 10 kg pour la première résistance, 10 kg pour la deuxième résistance et 22 microfarads pour le condensateur, vous verrez que nous avons une fréquence de clignotement d'environ 2 Hz, 2,18 Hz pour être précis, avec une durée haut, c'est-à-dire que le arrobas est visible, de 304 millisecondes et une durée bas quand le arrobas devient invisible, 250 millisecondes. En gros, on a 2 pour 1 en termes de fréquence. À l'aide du calculateur, nous obtenons donc une fréquence d'environ 2 Hz, ce qui correspond à ce que nous voyons sur l'écran. Le arrobas clignote environ 2 fois par seconde. C'est ce clignotement qui est géré par notre ENE 555. Mise en place des deux résistances de 10 quarts. Alors nous avons une résistance de 330 ohms qui se trouve au milieu de la carte. Cette résistance semble être une pull-down reliée à la masse qui est dans la génération du signal clear et dans certains signaux de contrôle de l'écran. Elle est reliée au 7450 qui est un ensemble de portes logiques particulières puisque nous avons deux portes et reliées à une porte non ou à chaque fois. Dans la mesure, la résistance fait plutôt 360 ohms, elle est plus dans les 10% de tolérance. Veillez à ne pas la souder à l'emplacement de la diode qui est juste à côté. On poursuit avec deux résistances de 390 ohms se situant sur le haut de la carte. Les deux résistances sont impliquées dans le signal d'horloge. On voit qu'elles sont ici connectées aux bornes du 7404 et au quartz 14,31 MHz. Alors ces résistances sont encore une fois assez éloignées de leur valeur théorique. Puisque là nous avons 422,2 ohms au lieu de 390, mais on est donc largement dans les 10% d'erreur. Et pour la seconde, 424 ohms. Bon, je pense que l'important c'est qu'elle soit égale à 422-424, ce qui permettra d'avoir un signal, je pense, carré. Donc encore une fois, ce sont des résistances au carbone de mon âge quasiment. Il ne faut pas s'étonner qu'elles ne soient pas en si bon état que ça. Je vais les monter quand même et dans le pire des cas, je les enlèverai pour mettre des résistances plus précises s'il y a des problèmes. Donc, première résistance. Seconde résistance. On voit bien l'alignement des petites bandes jaunes, toujours dans le sens de lecture. Nous allons souder la dernière résistance de 1500 ohms. Celle-ci se ouvre en haut à gauche de la carte. Sur le schéma, elle contribue au pont diviseur qui alimente le transistor de mise en forme du signal vidéo. Elle est à côté de la première résistance que nous avons soudée. En réel, elle fera 1630 ohms. Voici la résistance en place. Elle est dotée d'une bande argentée qui indique une tolérance plus large de 10%. On a vu que ça ne veut pas dire grand-chose avec les résistances au carbone. À côté de notre pont de résistance R1 et R2, nous avons un petit potentiomètre de 100 ohms qui est nommé R2. Voici son emplacement sur le plan. Alors, ce potentiomètre est aussi minuscule que difficile à trouver. Il est doté de 3 pattes comme tous les potentiomètres. Alors il y a un sens, la patte du centre doit être dans le trou du haut. Alors pour pouvoir le retourner facilement, on va le bloquer toujours avec le truc de l'éponge humide. Voici les 3 pattes, un petit peu de flux, bien en place.
Vérification des résistances. On place son multimètre en mode home et on va faire toutes les résistances et vérifier leurs valeurs. Aux alentours de 1500, aux alentours de 3000, 3000, 3000, 1000, 1000, 3000, 3000, 3000, 3000, 3000, 3000. On peut vérifier toute la série des 75K. Là, ils sont carrément aux fraises. 8K, 8, 9, 9, 8, 8. Ici, on a une 22 et des poussières. Et ici, une 15 et des poussières. Quelques cas spécifiques. Pour les dernières, on avait une 330. Oui, bon, 360. 426. 428. Les deux dernières, on fait une K. K. Voici pour la partie concernant les résistances carbone. Alors un petit spoiler, dans une future vidéo concernant les modes de fiabilité, nous corrigerons leurs principaux défauts en soudant en parallèle des résistances métal sous la carte. En attendant, il nous reste quelques étapes. La suivante, si l'on respecte l'ordre de construction de la machine, sera de souder les supports de circuit intégré.